Bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. Vous êtes élu des Yvelines, élu La République En Marche, et vous êtes la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été annoncées hier soir par Édouard Philippe? Je pense en particulier à cette loi qui a déjà été votée par le Sénat, une proposition de loi, et que l'Assemblée va devoir examiner en urgence. C'est votre commission probablement qui va en être saisie. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Alors, la commission des lois sera effectivement la commission compétente à l'Assemblée nationale pour examiner ce texte qui a été effectivement voté au Sénat en octobre dernier. Par l'opposition actuelle donc? Par l'opposition actuelle, avec le gouvernement qui s'était exprimé avec un avis de sagesse indiquant que les propositions contenues dans cette loi étaient intéressantes, mais qu'il fallait les approfondir, réécrire certaines d'entre elles, et il avait monté un groupe de travail à cet égard. Donc on est à l'aboutissement législatif normal de ce texte. Ce texte va arriver à l'Assemblée nationale, et donc vous allez le voter en urgence? Et nous allons l'examiner, voter un certain nombre de ces dispositions qui nous apparaissent extrêmement intéressantes, parce qu'il est impératif de muscler notre répression et notre appareil répressif vis-à-vis de ceux qui ne manifestent pas, mais qui viennent pour casser et pour s'en prendre aux forces de l'ordre et aux citoyens. Exemple de mesures que vous allez approuver? Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la possibilité d'augmenter les peines vis-à-vis de ceux qui viennent avec un visage masqué pour manifester. On ne manifeste pas le visage masqué, on a le courage de ses opinions. Et Par exemple, ceux qui ont un masque pour éviter les gaz lacrymogènes? Alors, je ne sais pas si c'est pour éviter les gaz lacrymogènes ou si c'est pour masquer son identité, pour pouvoir commettre des actes répréhensibles sans prendre aux policiers, sans prendre aux commerçants et ne pas manifester une opinion, mais manifester une violence. Donc cela, il faut que la répression, elle soit implacable parce qu'ils ne sont pas là, encore une fois, pour manifester une opinion, ils sont là pour manifester une violence et c'est inacceptable dans une république et dans un état de droit. Et vous pensez que c'est conforme à la liberté de manifester? Il y a déjà un certain nombre de voix qui s'élèvent. Vous êtes avocate de formation. Oui, tout à fait. Vous comprenez sûrement qu'un certain nombre de gens disent attention, liberté publique, ça peut être dangereux. Mais exactement, mais à chaque fois que l'on traite de ces sujets-là, des sujets de sécurité, il s'agit toujours de faire une balance entre la liberté et la sécurité. Et là, il faut durcir, il faut faire bouger le fléau de la balance du côté de la répression? Alors, mais justement, l'objectif, c'est de préserver la liberté de manifestation, mais la liberté de manifester dans le calme et, et de manifester ses opinions. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si j'étais gilet jaune et si je voulais exprimer ma colère et mes revendications aujourd'hui en manifestant, je serais inquiète de voir les manifestations telles qu'elles se déroulent et je n'irais pas manifester. Donc moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir préserver la liberté de manifester de tout le monde. Et donc, cette liberté aujourd'hui est polluée par des casseurs et il faut que ça cesse. Le Premier ministre donnait les chiffres lui-même hier soir. Plus de 5000 personnes qui avaient été interpellées depuis le début de le premier épisode des Gilets jaunes. Un peu plus de 1000 qui ont été condamnés et une poignée seulement qui a été incarcérée. Est-ce que le problème n'est pas là? Alors, je ne le crois pas parce que la justice, comme vous le savez, ne juge pas des faits, mais elle juge une personne qui commet des faits. Et donc, chaque dossier est particulier, chaque situation est particulière, et le magistrat a sa liberté d'appréciation et donc son autonomie dans le prononcé des sanctions. Ça, c'est le droit, très bien. Est-ce que vous pensez que cette image d'impunité que ça donne, elle est très efficace pour lutter contre les casseurs? Mais je ne crois pas que ce soit une image d'impunité. Il y a des peines qui sont prononcées. Après les peines qui sont prononcées, il y a des peines de prison, il y a d'autres peines, les travaux d'intérêt généraux, des peines d'amende, la prison avec sursis. Et donc je crois, moi, en notre justice qui met à chaque fois, qui juge de façon individualisée et donne la sanction appropriée. Mais vous ne voulez pas vous prononcer sur cette espèce d'exemplarité de l'impunité? Mais il n'est pas question de cela. Il est question de respecter l'indépendance de la justice. Les procureurs prennent des réquisitions, je crois, assez sévères. Après, chaque cas... Et ils ne sont pas suivis, pas toujours? Pas toujours, mais en fonction de chaque cas individuel. Et donc, je pense que ce n'est pas à moi, en tant que président de la commission des lois, de dire à un magistrat, vous avez pris telle ou une mauvaise... Oui, non, mais j'ai un avis général sur... au fond, est-ce que le lien entre le durcissement évoqué et que vous allez voter de la loi et son application éventuelle par les juges, est-ce que ce lien est assuré? La réponse aujourd'hui est plutôt non. Vous pourriez avoir un avis là-dessus? Je ne pense pas que la réponse soit aujourd'hui plutôt non. Je pense que les magistrats ont une extrême attention sur ces cas et sur tous les cas qui leur sont soumis. Ils n'ont pas ménagé leur peine. Maintenant, je n'ai pas à me prononcer sur chaque dossier individuellement pour savoir si la sanction me semble appropriée ou pas. Un des aspects évoqués hier par le Premier ministre, c'est faire payer les casseurs, c'est-à-dire les poursuivre au civil et non pas seulement au pénal, comme on dit. L'expérience très récente, actuelle,
de ce boxeur qui, au moment où il se rend à la police, ouvre une cagnotte ou fait ouvrir une cagnotte pour recueillir de l'argent et qui recueille à ce jour plus de 100 000 euros. Est-ce que ça ne réduit pas à néant toutes les idées de faire payer les casseurs qui peuvent être soutenus par d'autres? Manifestement non, puisque justement il y aura une cagnotte pour payer les dommages qu'il a causés. Oui, mais donc ce n'est pas lui qui paiera les dommages qu'il a causés et les violences qu'il a fait Cette subir. cagnotte est stupéfiante. Cette cagnotte est stupéfiante. Je me demande quel exemple on donne aux citoyens, quel exemple on donne à nos enfants quand on voit qu'une personne qui s'en prend avec une telle violence aux forces de l'ordre est soutenue financièrement. Moi, ça me stupéfait. Avec des sommes importantes. Avec des sommes extrêmement importantes. On est à plus de 100 000 euros. Voilà, moi je suis un petit peu dans un état de sidération face à cette cagnotte. Je le regrette, je le condamne. On ne peut pas, dans notre état de droit, soutenir des personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Il y a un moyen d'éviter ça? Alors, je ne sais pas s'il y a un moyen d'éviter ça. Peut-être, parce que effectivement, en tout cas, la question se pose. Vous souhaitez qu'elle soit posée, en tout cas. La question se pose, oui. Qu'est-ce que vous attendez du débat national? Des solutions. Moi, oui, mais ça c'est un mot générique. Non, c'est pas. Non, parce que concrètement, aujourd'hui, moi, ce qui m'importe et je suis là pour ça, c'est pour faire. Et ça n'est pas que pour défaire. Aujourd'hui, nous, on a apporté un certain nombre de réponses aux revendications des Gilets jaunes par la suppression de la taxe carbone, par un geste extrêmement fort sur le pouvoir d'achat. Et je n'aime pas finalement, je viens de l'employer, mais je n'aime pas ce mot geste parce que ça va bien au-delà avec l'augmentation de la prime d'activité, etc. Et donc aujourd'hui, on a dit, maintenant, on a fait ces deux gestes, il faut absolument se mettre autour de la table. Et certaines personnes veulent toujours encore renverser la table. Mais restons sur le débat national. Oui. Aujourd'hui, vous avez déjà des contacts avec les maires de votre circonscription. Vous avez sûrement commencé à voir remonter des doléances. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut que ce débat national aborde tous les sujets, absolument tous? On voit monter, par exemple, des contestations sur le mariage homosexuel, la demande du rétablissement de la peine de mort pour les terroristes. Tous ces sujets-là, il faut les aborder dans le débat national? Je ne crois pas. Le débat national ne doit pas être un grand fourre-tout dans lequel s'expriment les revendications les plus diverses et les plus variées. Le président de la République a souhaité que ce débat national porte sur 4 grandes thématiques qui étaient les thématiques originelles de la colère des Gilets jaunes. Et je pense qu'il faut absolument s'en tenir à ces thématiques ou aux sujets qui s'en approchent. Donc tous les sujets ne seront pas abordés? Je ne le crois pas parce qu'il faut vraiment que nous puissions aller au bout, qu'on en fasse quelque chose. Il ne s'agit pas juste d'avoir un réceptacle d'expression, mais il faut que ces expressions servent, il faut qu'elles soient utiles et qu'on puisse après déboucher sur des mesures très concrètes. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Il ne faut pas en tout cas que ça parte dans tous les sens. Aujourd'hui, alors moi je constate effectivement dans les remontées qu'il y a des remontées extrêmement diverses, mais qu'elles se focalisent quand même sur un grand sujet ou 2 grands sujets. 1, des expressions démocratiques plus participatives des citoyens. Et 2, on parle beaucoup de fiscalité. Justice fiscale. Quelle doit être notre fiscalité? Quels doivent être les grands principes de cette fiscalité? Et je pense que ces 2 thématiques-là sont celles qui sont abordées dans le débat national et elles sont centrales. Fiscalité, Bruno Le Maire a commencé à évoquer une réponse à cette question de la fiscalité. Et un des sujets qui remonte le plus souvent, c'est l'ISF. Ce serait de renoncer à supprimer la taxe d'habitation pour les 20% de Français les plus aisés. Bonne idée? C'est une option. Moi, je pense que... Quand vous répondez ça veut dire que ce n'est pas une bonne idée? Moi, j'y crois pas trop en l'état. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir ce qu'on veut. La fiscalité, c'est un outil finalement. C'est un outil au service de services publics. Donc, quel service public on veut aujourd'hui en France et donc quelle fiscalité on met en face? Est-ce que c'est un outil de justice sociale? Donc, est-ce que cette fiscalité doit permettre de rétablir une meilleure répartition des revenus? Redistribuer. Voilà. Donc, d'abord, la question qui se pose et qui va se poser dans ce débat national, c'est à quoi ça sert? Et donc, la réponse taxe d'habitation n'est pas la bonne? À mon sens, elle est bien trop prématurée. D'abord, à quoi sert notre fiscalité? Quel est son objectif? Et après, on voit quelle fiscalité on met en face et comment on répartit cette fiscalité. Donc, je pense qu'elle est largement prématurée et on ne peut pas aujourd'hui aborder les solutions avant d'avoir posé les problèmes, les objectifs. En tout cas, on voit que ce débat national, avant d'être national, il est à l'intérieur de la majorité puisque sur des sujets comme ça, il y a des désaccords. Mais bien sûr, mais nous sommes des citoyens. Et donc, vous êtes une majorité. On est une majorité qui débat, qui s'exprime, et c'est heureux. Merci, Yael Braun-Pivet. Merci à vous.